Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine, mais aussi les 6 mois d'avril. Nous sommes très heureux de décrypter avec vous les grandes questions d'actualité qui sont dominées par ces inondations qui ont occasionné le décès des 3 personnes d'après le bilan dressé par les autorités qui évoquent également la destruction mais aussi les inondations de plus de 200 ménages. Tant 46 personnes sont hospitalisées et en ce qui concerne les communes frappées par ces drames, l'on cite Mongafula, Ngaliema, Barumbu, Limete, Matete, mais aussi la commune de Massina. Et le gouvernement s'est organisé pour placer les sinistrés de ces inondations dans les différents sites, notamment l'Institut Lumumba qui va accueillir 115 familles. L'école Kitome, ça va accueillir 100 familles, mais aussi le lycée de Kimwenza avec 70 familles. Et enfin, le stade Tata Raphaël où la francophonie avait érigé certains de ces sites. On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. Puis on va faire le point sur les consultations qui sont menées par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Eberhard Kolongele, qui continue de recevoir encore des personnalités politiques, des personnalités du paysage médiatique, mais aussi des personnalités de la société civile pour aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sur ce plateau, je reçois l'une des personnes qui a été consultée par le professeur Eberhard Kolongele. Il est d'ailleurs un habitué de cette émission. C'était un ancien journaliste, un ancien ministre, un ancien député, un ancien conseiller du président Mobutu et un ancien porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il s'appelle Monsieur Koudoura Kassongo. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je dois vous rappeler ici, où je dois vous signaler d'ailleurs que j'avais reçu beaucoup de réactions après votre dernier passage. Ah bon? Sur ces plateaux. Les gens ont beaucoup apprécié vos analyses, un feedback en tout cas impressionnant. C'est vrai? Exactement. À ce point, qu'ont-ils dit globalement? Non, ils vous félicitent, ils vous encouragent. Ils estiment que vous avez encore de quoi donner à la République. Est-ce que vous vous sentez encore à ce jour prêt à servir le pays? Bien entendu, c'est pour cela que je suis dans les émissions, comme la vôtre ici. C'est pour cela que j'écris beaucoup sur Facebook, c'est pour cela que j'écris sur Twitter, c'est les résumés de ma pensée politique. C'est pour cela que je suis à l'université pour la mise à jour de mes connaissances en sciences politiques. Ah, vous continuez encore d'étudier? Bien entendu, bien entendu. Je dois avoir mon doctorat en sciences politiques. Ok. Voilà. Et si c'est possible, si Dieu me donne encore la possibilité, je pense que je vais également renforcer les connaissances en droit. Voilà. Il y a une autre question que le public s'est toujours posée. Qu'est-ce que la chaîne de télévision Congo Média Channel est devenue? Non, j'ai laissé la gestion à ma partenaire. Et puis, j'ai fait en sorte que Junior Koudoura ait une chaîne. Et moi, je vais monter une autre chaîne. Okay. Ça sera, si tout va bien, j'ai payé une partie de ressources à la DGRAD. Je voudrais monter une chaîne, disons d'une manière générale, un groupe de communication, un groupe de presse, qui va englober la radio, la télévision, les magazines, les journaux, les structures de communication aussi, au sens général du terme. Et donc, au niveau de l'audiovisuel, je vais monter une télévision qui sera essentiellement sur les informations, les informations, sur le plan national, et puis une autre sur le plan international qui... Vous savez, ma passion, c'est les relations internationales. À l'époque, nous avons été dans les relations internationales, dans la chronique étrangère des relations internationales, parce que ça nous évitait des problèmes avec le régime en place. Parce que si vous êtes chroniqueur, vous devez critiquer l'économie, la politique. Alors les profs, on avait un encadreur qui s'appelait Michel Dole, qui nous disait chaque fois, faites attention, sinon vous serez à la cellule 8 de la prison de Bakala. Très bien. Alors nous tous, nous avons, c'est ainsi que vous avez vu, à l'ISTI, en tout cas nous qui avons fait l'ISTI, tous on a fait l'option politique étrangère. Exactement. Voilà. C'était ça. Alors c'est une passion
Et très souvent, beaucoup de gens me demandent d'être disponible dans ce domaine-là. J'écris de temps en temps. Mais comme on a une ouverture démocratique, je suis plus sur la politique nationale. Donc, 2 médias. Un, ce sera TV Oisir, n'est-ce pas, KKML, national, puis l'autre international. Ce sera comme ça. Mais la grande question, comment comptez-vous faire fonctionner ces groupes de presse, connaissant qu'à ces jours, les publicités sont devenues des denrées très rares, les sponsorings n'existent pratiquement plus, les subventions de l'État à la presse, plus personne n'en parle. Non, moi les médias, c'est pas l'objectif, c'est pas la publicité, hein. Personnellement. Mais comment vous allez payer vos... Non, je pense que il y a une évolution dans les médias. Avec la situation actuelle, l'évolution actuelle, il faut que les éditeurs de contenu, eux aussi, puissent s'adapter. On ne peut plus avoir des médias où on paye les journalistes à la fin du mois. Mais par contre, je pense que les confrères doivent être de partenaires avec les propriétaires ou les initiateurs des groupes de médias. Vous voyez, c'est ce que moi je pense. Vous savez, cela se voit aussi même dans le commerce de plus en plus. J'ai vu, quand j'étais récemment en Europe, j'ai vu au niveau du principe de la flexibilité, les gens, ils sont payés par rapport au volume, c'est la précarité, j'en conviens, ils sont payés par rapport au volume des produits qui sont vendus. Non, on n'a plus des gens qui viennent, qui sont dans une entreprise et qui sont payés à la fin du mois. Parce que l'entreprise, pour payer, il faut qu'elle ait des rentrées. Or, maintenant, je peux même dire que le paysage médiatique, il est devenu sauvage. C'est difficile parce que vous avez des médias qui sont sur le numérique, qui font des résumés, des condensés des contenus et qui les proposent au niveau de plateformes numériques, qui font des podcasts, etc. Ce qui n'était pas le cas. Et puis, on est trop nombreux pour un marché qui est très rétréci. Vous voyez? Et donc, on va réfléchir. Moi, je vais d'abord donner si tout va bien, parce que ça coûte cher. Hein, il y a des frais à payer au niveau de l'administration fiscale. Et on aura de partenaires. Très bien. Voilà, c'est comme ça que moi je réfléchis. Allez, on va parler actualité. L'actualité, c'est ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa vendredi et samedi. Des inondations, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels ont été enregistrés. Est-ce qu'à ce jour, on peut parler de la négligence du gouvernement parce que l'agence météorologique avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le 13 mars pour nous annoncer que des grandes pluies vont s'abattre sur la ville de Kinshasa. Mais malgré cela, le gouvernement n'a pas pris cette alerte au sérieux et n'a pas pris des dispositions pour éviter ces drames. Je pense que globalement, nous avons des problèmes au niveau du management. Au niveau du management. Je pense, la question que vous évoquez peut intéresser ou peut préoccuper, sans doute, peut préoccuper le président de la République dans le cadre du changement qu'il va impulser dans les jours qui viennent. Il faudrait, il est souhaitable que l'on regarde un peu qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Kinshasa. Il y a quand même des problèmes. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour proposer. Exact. Voilà, j'observe, je viens d'arriver maintenant au studio. Par exemple, sur l'avenue Kasaboubou, c'est une catastrophe. Je suis passé par Matongué. Moi j'habite Mbinza. Et donc, mon itinéraire vers le centre-ville, c'est Mbinza, ma campagne, Kitambo magasin, boulevard, et puis je rentre chez moi. Alors, cette fois-ci, je suis venu par Mongafola. C'est un autre itinéraire, mais ça me permet de voir les réalités de la ville. C'est une catastrophe. Vous voyez, il n'y a presque pas de route pratiquement. Et l'avenue Kasavubu, qui porte le nom du premier président de la République, M. Joseph Kasavubu, je pense que cette avenue, par rapport au prestige du premier président de notre pays, cette avenue mérite quand même un minimum de considération, de prestige, parce que l'avenue Kasavubu part d'ici de la jonction boulevard du 30 juin, et ça traverse commune de Kinshasa, commune ça jouxte un peu la commune de Lingwala,
Bande à Longwa, Guéri, Kitamo Magasin. C'est ça l'avenue, la principale Kasavu. Et donc, il faudrait, tel que je vois, on ne peut pas rouler, on évite les eaux, on évite les crevasses, etc. Bon. Et la situation dans la ville, d'après ce que je sais, il y a eu une ardoise, je pense, de 140 millions de dollars qui avait été laissée à l'époque par l'ancien gouverneur, pas celui-ci, l'autre, le précédent, je ne veux pas le citer. Et il y a eu une mauvaise gestion des travaux qui avaient été faits, par exemple, au siège de l'hôtel de ville. L'ardoise, d'après ce que j'avais appris, était aux alentours de 140 millions. Je ne sais pas si on a déjà appris. J'ai encore appris dans la presse, il y a, en ce qui concerne le marché central, qui devait être terminé, je ne sais pas si c'est terminé, je viens de passer par Wakadingi. Bon, c'est une catastrophe terrible. Alors, je pense, moi, je ne peux pas critiquer, j'ai dit tout simplement, il faudrait que les autorités en charge de ce problème, parce que la ville de Kinshasa a une statut un peu hybride, on dit ville-province. Alors, il y a des choses que la ville doit faire, il y a des choses que le gouvernement central doit faire. Il faudrait, je pense, commencer par apporter des changements juridiques pour que celui qui est à la tête de la ville puisse avoir tous les pouvoirs de gestion et qu'il n'y ait pas d'intervention au niveau du gouvernement. Parce qu'il n'en a pas. Non, je crois qu'il y a des problèmes. Voilà, ça c'est... Deuxièmement, dans la ville de Kinshasa, on peut être aux alentours de, je crois, 15-17 millions d'habitants. Si vous prenez les 17 millions, c'est pratiquement la province du Kivu, le Grand Kivu, plus la province orientale, la Grande Orientale, plus le Grand Kivu. Vous imaginez? Donc, gérer 17 millions d'habitants. Et que le flux migratoire n'est pas maîtrisé. Parce que tant que les provinces avoisinantes, le Bandundu et le Kasaï, ne sont pas suffisamment équipés, viabilisés, qu'on leur donne des équipements marchands pour que les jeunes qui sont là-bas, les compatriotes qui y vivent, et puissent avoir toutes les bonnes raisons d'évoluer sur place, ce qui n'est pas le cas, et que la plupart d'entre eux sont forcés, malgré eux, à venir, à aller soit au Katanga, soit à venir à Kinshasa. Donc, si nous n'avons pas une vraie réflexion, on ne pourra pas, quel que soit le gouverneur de la ville, on ne pourra pas avoir des solutions idoines. De l'autre côté, j'étais un peu personnellement scandalisé de voir qu'il y a des canaux, je ne sais pas ce qu'on a trouvé, c'est ces canaux, qui sont des canaux qui tombent en panne. Donc, je m'imagine que lorsqu'on disponibilise les canaux, c'est une bonne idée. Mais quand on doit, il n'y a pas que ceux qui partent de la Gombe pour l'aéroport. Il y a ceux qui sont à la Gombe, qui viennent à Lingwala, qui vont à Ngalema, à Mbizalaba, qui vont dans la commune de Mongafula, et ils vont prendre les canaux. Donc il faut, je pense que le ministre des Transports, qui y a dans cette attribution les voies de communication, donc tous les outils qui permettent aux citoyens de pouvoir circuler, il faut qu'il y ait un peu plus d'imagination, un peu plus d'audace pour que la ville soit gérée. Et pour que également, effectivement, que les Congolais, parce que je vous dis, c'est une catastrophe quand j'ai vu les images. Là encore, il y a aussi le problème, il y a la responsabilité de l'administration publique, des affaires foncières, etc. Il y a aussi la responsabilité des citoyens. En ce sens que, lorsque on va, par corruption en général, obtenir le permis de construire, le citoyen insiste, tout en sachant qu'il y a des zones où on ne peut pas construire, parce qu'il y a effectivement des pressions de logement, on va quand même construire sur les berges. Mais comment voulez-vous que quand les pluies venues, que les gens ne puissent pas être dans le sinistre? Est-ce que les responsables des affaires foncières ne constatent pas cela? Quand ces gens lancent des travaux, ou des gens qui se permettent de construire à 3 mètres les dossiers se sont accumulés au fil du temps. Moi, j'avais une concession, par exemple, à Sokopao, là-bas. Ici, à Limité, première rue Limité. J'avais une concession là-bas. Ben, les eaux qui viennent de l'autre côté de la première rue, elles débordent les berges, et il y a même des gens qui ont construit sur les buses. Les buses, ce sont les gros tuyaux en béton par lesquels ou dans lesquels les eaux de pluie passent. On a construit dessus. Vous voyez? Alors,
il y a des conflits. L'État, ceux qui ont accordé le permis de construction ou de construire, ils ne sont plus aux affaires. Et ceux qui sont en place, l'état des difficultés pour les déguerpir, etc. C'est trop compliqué, ce problème de... Est-ce que tous ces gens ne profitent-ils pas de l'impuissance aussi de l'État, ou même de sa légèreté? Oui, tout à fait. Il y a le problème de l'autorité de l'État. Parce qu'on ne peut pas, parce que quand on sollicite le permis de construire, c'est sur base d'un dossier. Donc on regarde, est-ce que vous avez l'autorisation de construire, les permis de construire. Et sur base de ce permis, il y a tout le dossier qui est sous-jacent, qui est adjacent et sous-jacent, n'est-ce pas, pour que l'autorité, le fonctionnaire de l'État qui est autoritaire en la matière, puisse décider en connaissance des causes. Mais est-ce qu'ils prennent d'abord le temps en amont d'effectuer une descente sur les lieux pour s'imprégner de la situation? Ils ne se déplacent pas. Tout ça, c'est la corruption. Donc, on accorde des permis de construire sans toutefois savoir les lieux où on va aller tout à fait, ça se passe comme ça. Construire. Ça se passe comme ça. Je dis, c'est une question de pression. C'est pas un problème qui commence maintenant, c'est le problème qui commence depuis sous Mobutu, etc. Ça continue. Et puis, au gré des temps, on n'a pas eu de solution idoine. Et les problèmes s'aggravent. Les problèmes s'aggravent. Je vous assure, il est plus aisé en ce moment, peut-être, avec tous les risques qu'il y a, de prendre une moto pour arriver au rendez-vous. Les véhicules, maintenant, de plus en plus, les gens abandonnent les véhicules chez eux lorsqu'ils ont des rendez-vous plus importants. Exactement. Quand vous rentrez de l'aéroport d'Angély et que vous rentrez vers le centre-ville en passant par le boulevard le boulevard Lumumba, mais c'est affreux. J'étais la dernière fois là-bas, j'ai abandonné les véhicules. Il y a le bouchon au niveau des piétons. Il y a des bouchons au niveau des motards. Il y a des bouchons au niveau... Je vous assure, il y a un spectacle... Vous risquez de passer plus de temps à rentrer à la maison qu'en voyageant. Oui, c'est incroyable. Moi, je ne critique plus, je regarde seulement parce que là, on a mal dans la tête. Je dis ce qui se passe, c'est surréaliste. Vous voyez? Maintenant, il y a cette histoire d'emprunter le fleuve, je ne sais pas. Peut-être que l'idée... Canal rapide qui coûte jusqu'à $200. Oui, voilà. Peut-être que l'idée aurait été meilleure de créer une canalisation artificielle qui passe dans le cœur de la ville. Peut-être. Exactement. Oui. Au niveau on peut créer. Du pont de Gili. Oui. Par exemple. On peut créer des canalisations. Hein. On peut créer des canalisations artificielles et il y a des canaux qui les font. Mais je pense... Nous sommes une oligopole une ville qui n'a pas de métro. Une ville avec la population qui est la nôtre, avec l'étendue qui est la nôtre, une grande ville comme celle-ci, il faut des métros légers. Il faut des bus, on appelle ça articulés, voyez. Mais là, ça suppose que nous avons une source électrique qui est fiable. Déjà, on a un sérieux problème avec l'électricité. Il ne faut pas que les passagers soient bloqués soit sur la voie publique, vous voyez. Donc, il faut une réflexion. Et en sortant, en tant qu'intellectuel, je suis intéressé à voir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui s'y passe. Et il y avait des réflexions sur la mobilité urbaine, la mobilité dans la ville de Kinshasa. Eh bien, ça veut dire que les réflexions, elles sont tenues. Ça veut dire que les solutions sont possibles. Elles sont possibles. Mais je pense, au niveau du choix des dirigeants, lorsqu'on est gouverneur, par exemple, est-ce que recrute-t-on un administratif? Recrute-t-on un urbaniste? Recrute-t-on un démographe? Parce que quand vous devez gérer la ville... D'ailleurs, sur ces points, les urbanistes sont très en colère. Voilà. Ils se considèrent abandonnés, délaissés, ils ne sont jamais consultés. Il faut. Si vous partez dans ces ministères de l'urbanisme ou aménagement du territoire, vous allez trouver que des politiques. Il n'y a jamais de spécialistes. Les politiques, il peut y en avoir, parce que dans le sciences politique, il y a les sciences politiques qui sont liées aux sciences administratives. Vous voyez, c'est leur matière, c'est leur domaine. Mais maintenant, le problème, terminer les études universitaires, politiques ou administratives, c'est une chose. Avoir le prérequis, l'expérience, l'itinérance administrative en est une autre. Vous voyez,
Il y a eu des cas ici, des gens qui ont fait les Sciences Po. Je pense que M. Koyagalo, qui était gouverneur Katanga, il en est un. Il y a eu aussi le gouverneur Valérie Amissi Salomou, qui a fait également le Sciences Po, qui était gouverneur au Katanga aussi, je pense, et ici, à la province orientale. Et ici, il était vice-gouverneur Kinshasa. Vous voyez? Et ils sont nombreux comme ça, hein, des politologues qui sont dans l'administration. Il y a l'ancien chef du département de sciences politiques, là où j'étudie, Godet, qui est commissaire qui est bourgmestre, je crois, qui c'est ça, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ils sont là. Mais il faut, je pense, dans la composition de l'autorité urbaine, je ne sais pas comment ça se passe ici. Dans les années 60, quand j'étais petit, j'entendais, on parlait des échevins, des choses comme ça, les bourgmestres et les échevins. Bon, ici, ça change tout le temps, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je crois, parmi les autorités urbaines, il faut y inclure les différentes spécialités, notamment les urbanistes, les écologistes, les démographes, les géologues, parce que, je vous assure, ça c'est un problème. Mais vous avez un autre problème de tête d'érosion, où je prends le cas sur des zones le bourgmestre de Mangafula, qui vous dit carrément qu'il n'a pas de solution. Donc, ça pose le problème de la centralisation des pouvoirs dans nos villes. Il faut que nous arrivions à ce que un commissaire des zones puisse avoir, par exemple, des brigades de salubrité, des brigades de routes, etc., dans la commune. Une commune comme Mangafula, une commune comme Galiema. Le bourgmestre doit être à même de trouver des solutions. Dès qu'il pleut, si on a des brigades, les brigades, elles passent dans le quartier où ils sont supposés les chefs des blocs, les chefs de cités, je ne sais pas comment on les appelle, eh bien, et ils donnent le rapport en temps réel à monsieur le bourgmestre qui, lors de sa réunion, pour lui décider tout de suite de ce qui doit être fait dans le cadre de sa commune. Ce n'est pas le cas. Alors, tous les rapports vont à l'hôtel de ville. Mais une ville comme Kinshasa, monsieur le gouverneur de l'hôtel de ville, quel qu'il soit d'ailleurs, il ne peut pas résoudre les problèmes d'une grande commune comme celle-ci. Il faut, je pense, non seulement revenir au district, il faut décentraliser la ville de Kinshasa, je ne sais pas, en 4, en 6, où il y a 24 communes. On peut avoir 6 districts, on peut avoir 4, ça dépend. Et surtout, donner les pouvoirs au gouverneur et au bourgmestre. Surtout les bourgmestres. À l'entame de votre analyse, sur ces sujets, vous avez évoqué la question du management. Oui. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour le président de la République, soit les gouverneurs, la première ministre, d'imposer aussi des sanctions? On a un ministère de l'urbanisme, aménagement du territoire et consorts, qui n'a jamais proposé un plan urbanistique de la ville. Les urbanistes se plaignent. Ça fait plus de 50 ans que la ville n'a pas de plan urbanistique. Les gens se permettent de construire en désordre. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi d'impulser des sanctions? Tout ça, c'est question de, à mon avis, les plans de la ville. D'accord. Si vous allez en Belgique, vous trouverez les archives de la ville. Qu'est-ce qui était prévu dans la ville de Kinshasa? On commence par là. Qu'est-ce qui était prévu à Kinshasa? Qu'est-ce qui était à Kisasa? Qu'est-ce qui était prévu à Leopoldville? Qu'est-ce qui était prévu à Kim 2, Léo 2? D'abord, quand la ville a commencé, qu'est-ce qui était prévu? Les plans existent. Bon, si les plans n'existaient plus, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on peut construire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Où est-ce qu'on doit construire? Où est-ce qu'on ne doit pas construire? La ville, si je prends le cas de la commune de la Gombe, est-ce une ville administrative? Est-ce une ville commerciale? C'est quoi, je voulais dire la commune, Gombe. Est-ce que c'est une commune administrative? Ou c'est une commune résidentielle? Ou c'est une commune commerciale? C'est quoi exactement? Parce que selon que vous décidiez d'avoir une commune commerciale, une commune administrative, résidentielle, les normes sont différentes. Vous avez, moi je n'ai vu nulle part. D'abord, c'est une honte pour nous quand nous avons une forte pluviométrie et que nous n'ayons pas de l'eau dans le ménage. Exactement. Et que nos barrages hydroélectriques ne fonctionnent pas alors que nous avons encore des barrages, nous n'avons pas des barrages thermiques, nous avons
des barrages hydroélectriques. Donc, ils fonctionnent sur base du débit d'eau, de la quantité d'eau et du débit d'eau, comme le barrage d'Inga. Mais, ça ne fonctionne pas. Quand je prends l'exemple des États-Unis, parce qu'on peut s'en inspirer bien. La ville de Washington, par exemple, c'est Washington, D.C., District of Columbia. Ça, c'est la capitale des États-Unis. Le principe, dans la ville de Washington, il y a aucun bâtiment ne peut être au-dessus du Capitole. Là où il y a le Capitole, le siège du Congrès. Aucun bâtiment ne peut être aussi haut ou dépasser le Capitole. Impossible. Et il y avait, j'étais en 91, quand je suis parti pour la première fois à Washington, j'ai aussi le Potomac, j'oublie la francophonie. Il y avait un bâtiment qui est le symbole de détournement de fonds publics à Washington. Et on nous a expliqué à l'époque, avec les interprètes du département d'État, qu'on avait laissé pour la mémoire, pour que les Américains se souviennent de ce qui était fait. Le bâtiment n'était pas terminé. On n'a pas démoli, on a laissé comme ça. Mais le niveau dans la ville de Washington, Washington ne peut pas être comme les New York, par exemple. Quand vous êtes à New York, c'est tout à fait différent de New York. Quand vous êtes là-bas, et quand vous allez au Kansas City, c'est différent. Quand vous êtes à LA, Los Angeles, c'est différent. Vous voyez, ici chez nous, il y a des bâtiments partout. Ça pousse en désordre. Ça pousse en désordre. Comme des champignons. Et vous avez un bâtiment devant un autre, vous avez les troubles de jouissance, c'est ce qu'on appelle en droit les troubles de jouissance. On ne respecte rien. Dès qu'il y a un espace, il y a un bâtiment là-bas, un autre de l'autre côté, contigu, devant, derrière. Mais il y a une anarchie urbaine terrible. Terrible. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que, même si on veut évoluer vers de l'autre côté Mais on nous a promis la construction d'une nouvelle ville, d'une nouvelle cité. On a parlé des Fachi City, on a parlé des... On peut construire, c'est faisable. Où en sommes-nous d'abord avec ça? Je sais pas, moi je ne suis pas au gouvernement, je ne peux pas vous en parler. Mais je dis, on peut le faire dans toutes les grandes villes, même à Belgrade. On va vous dire que ça c'est néo-Belgrade, c'est-à-dire que ça c'est nouveau Belgrade, il y a l'ancien. Les archivistes, les urbanistes vont vous dire quelles sont les normes quand on veut construire une nouvelle cité, une nouvelle ville. Qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne? Qu'est-ce qu'on garde dans l'ancienne ville? Ça se passe comme ça. Mais je vous dis, nous avons une difficulté, je suggère à ceux qui sont à l'achat de ce problème-là, de pouvoir respecter les normes. Parce que dans la ville, ici par exemple, vous avez les générateurs devant les bâtiments. Les générateurs, ce qu'on appelle le groupe électrogène. Devant les bâtiments. Vous avez même des générateurs qui sont... En place même certains en pleine rue. En pleine rue, des choses comme ça. C'est pas normal. Et vous avez, je prends l'exemple de la Suisse, où j'ai séjourné longtemps, vous ne pouvez même pas voir les habits qui sont séchés devant le bâtiment. En haut, on regarde comme ça, on sèche ses habits en public comme ça ne se fait pas. Vous voyez? Donc, nous sommes dans la modernité tout en restant dans l'archaïsme. C'est ça le problème. Donc, on a un pied dans la modernité. On plonge un peu dans la modernité, on garde l'autre dans l'archaïsme. Je ne dirais pas dans l'urbanité, mais ce n'est même pas l'urbanité, c'est ni l'urbanisme, ni l'urbanité, rien du tout. Dans la ruralité. Dans la ruralité. Ce n'est même pas la ruralité et la ruralité, mais c'est dans la ruralité. Même, d'ailleurs, moi je pense que quand on va dans les villages sont quand même ordonnés. Quand vous voyez des villages où les cases sont alignées. Il y a un ordre dans les villages. Je vous assure, il y a de l'ordre, contrairement à ce que les gens pensent. Très bien, on va tourner, on va changer de chapitre, mais une dernière question. Le gouvernement va assurer la prise en charge de ces sinistrés, mais il y a aussi un autre problème. Il y a des gens qui sont restés coincés sur les toitures de leur maison, sur les balcons, parce qu'il fallait fuir ces eaux. Ils vont descendre. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire maintenant? Le gouverneur a tenté hier d'aller faire le constat avec un canot. C'est pas possible. Le canot qui est tombé en panne, en pleine rivière. Tombé en panne. Il y a aussi des voyageurs qui devaient quitter Bichungobila pour arriver à Kinkole, les canots encore sont tombés en plein fleuve. Bon,
C'est terrible. Parfois, c'est un gag. Bon, moi, je constate, je dis seulement que la situation est catastrophique dans le pays. Je souhaite que dans le gouvernement qui va sortir... Qu'est-ce qui doit être corrigé dans le prochain gouvernement? Mon point de vue, parce que nous allons en parler... C'est un problème de politique générale, c'est un problème d'homme. C'est une question de politique générale. Vous savez, la cohésion, mon point de vue à moi, parce que nous sommes sur le chapitre... Oui, exactement. Voilà. La cohésion, et je souhaite que nous ayons un gouvernement de cohésion. La cohésion, ce n'est pas... la cohésion a plusieurs strates. Plusieurs strates. Il se stratifie à plusieurs niveaux. Vous avez la cohésion d'abord, celle qui est urgente, je veux dire, c'est la cohésion des acteurs politiques. Les acteurs politiques. Entre la classe qui dirige et celle qui est dirigée. Et celle qui est dirigée, il y a des ramifications, il y a l'opposition politique, et puis il y a aussi l'opposition armée ou des insurgés, et c'est très compliqué avec des gens qui occupent le territoire national. Bon, ça, c'est un autre aspect, il y a un autre processus. En ce qui concerne, à mon point de vue, la cohésion, il faut d'abord commencer par la cohésion des hommes politiques. L'avantage d'avoir la cohésion politique, des hommes politiques, parce que ce sont eux qui sont les acteurs politiques, ce sont eux qui parlent à la population. Les animateurs des institutions. Les animateurs des institutions. Ils sont leaders d'opinion. Ils ont des structures politiques, que ce soit des ONG, des fondations, etc., ou des partis politiques. Si on arrive, et tout pays en crise doit se focaliser sur la nécessité de parler d'une seule voix. En tous les cas, même si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins ne pas critiquer. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en France quand il y a par exemple des grandes décisions. La France va participer par exemple à une guerre, prenons Malouine, le cas de la France n'y avait participé pas, mais prenons le cas de la France qui doit... Est-ce que la France va participer à l'opération de Tempête du désert avec le général Schwarzkopf à l'époque? Il y a eu des voix dissidentes et le président de l'époque peut faire venir des autres homologues, ses amis, les autres prédécesseurs, pour leur parler, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on a besoin de ça. C'est-à-dire parler d'une seule voix, il y a les intérêts de l'État qui sont mis en jeu. Même si on peut ne pas être d'accord sur tel ou tel autre point, mais au moins, il faut faire bloc. C'est ce qu'on fait. Bon. Alors, de mon point de vue, le président de la République a eu raison, je pense, de dire, je vous tends la main, venez, il y a une situation qui est préoccupante dans le pays. Et le président de la République, je pense, a juste raison, il a choisi le conseiller spécial en matière de sécurité. C'est à juste titre. Pourquoi? Je pense que celui qui est conseiller spécial en matière de sécurité, les gens ne le savent pas, il est différent des autres conseillers principaux. Il y en a plusieurs qui existent. Mais celui qui est en charge de la sécurité, c'est lui qui est le point focal de tous les services des pays amis, pays aussi, tout ce que vous voulez. C'est lui qui est le point focal pour transmettre ou pour acheminer vers le président de la République, qui est le garant des institutions, le garant de la nation, l'ensemble des informations, et je dirais même des renseignements qui proviennent non seulement de nos services, mais aussi de tous les services avec lesquels il est en contact, à travers les autres conseils spéciaux de ces pays amis. Donc, la personne qui reçoit, comme c'était le cas, M. Eberhard Cachemire, Désiré, c'est lui le patron de service de sécurité. C'est lui. Les rapports de la police, les rapports de renseignement militaire, les rapports de l'Agence nationale de renseignement, les rapports des DGM, hein, parce que DGM, vous savez, DGM, et dans son histoire, c'était d'abord la direction de la police des étrangers à l'époque de l'AND, et puis on a créé l'Agence nationale de l'immigration,
qui était sous l'autorité de M. Goga, et M. Ngbanda a été administrateur général de l'ANER, et puis c'était à l'ANI, et puis on est passé de l'ANI à la DGM. Donc ils ont quand même la branche, parce que si vous gérez la mobilité, la migration, vous gérez les renseignements. Parce que le terrorisme commence par le déplacement des terroristes. Les déplacements de notre territoire vers d'autres points, ou en partant des autres points vers d'autres points, vers les frontières, la frontière. Parce qu'il n'y a pas d'attentat s'il n'y a pas de violation des frontières. Que cette frontière soit aérienne, qu'elle soit terrestre, fluviale, lacustre, etc., ou des mers, c'est les frontières, tout ça. C'est la DGM qui gère ça. Et donc, tous ces rapports vont vers lui. Et le conseil spécial, lorsqu'il le reçoit dans la campagne qu'il est en train de mener auprès de ses compatriotes, il m'a dit que la situation... Vous étiez reçu la semaine passée. J'étais reçu il y a 3 jours. Il m'a dit que la situation est catastrophique. Elle est difficile et elle est sérieuse, pour ainsi dire. Alors, j'ai fait... parce qu'il nous écoute. Nous l'écoutons d'abord, parce que c'est lui qui nous reçoit. Nous voulons entendre de sa bouche quelle est sa lecture, quelle est sa grille de lecture, quel est le souci du président de la République. Il y en a un quand même, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, nous aussi, nous rebondissons sur ce qu'il nous dit. J'étais très en qualité de qui vous étiez d'abord reçu? J'étais reçu comme l'ancien porte-parole du président de la République, puis j'étais reçu comme une personnalité emblématique, on va dire, je le dis modestement, des gens qui ont une vision, qui ont des prérequis, qui sont des personnalités à la fois politiques et médiatiques, n'est-ce pas? Des gens qui ont un impact, c'est ça. Très bien. Donc, voilà, donc c'est ça. Et donc, il nous a dit qu'il y a risque de balkanisation. C'est le conseiller spécial à la sécurité qui nous le dit. Donc, ça fait réfléchir. Alors, moi je dis, et je suis là pour dire aux compatriotes, que ça ne coûte absolument rien d'écouter. Ça ne coûte absolument. Vous écoutez. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais vous écoutez, on écoute. C'est ça le principe. Pour ses compatriotes, notamment ses opposants radicaux, les Fayoulou, les Katoum, les consorts, il faut écouter. Félix Tshisekedi a lui-même le problème, mais il ne peut pas les convoquer. Il ne peut pas lancer une invitation à ses opposants. Comment il ne peut pas les opposer? Il est président, il considère Félix Tshisekedi comme le problème. D'accord. Et alors? Il ne peut pas se constituer en solution. Mais vous écoutez. Vous ne pouvez pas, à mon avis, vous connaissez, moi je suis critique, très critique. Vous connaissez ma façon de réfléchir, j'écris, j'assume mes opinions, etc. J'assume mes opinions, mes écrits, d'accord? Mais, lorsque on vous demande qu'est-ce que vous en pensez, vous ne pouvez pas dire il n'y aura jamais un régime parfait, de mon point de vue. Tout régime a un temps limité. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne ferez pas. Est-ce que la lutte contre cette balkanisation passe impérativement par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Oui, j'ajoute que le gouvernement d'union nationale, moi je suis favorable, parce que la question a été posée. Je suis favorable. Mais j'ajoute que ce gouvernement d'union, ce gouvernement de cohésion, aura une mission. Parce que tout gouvernement doit avoir une mission. Un gouvernement n'a pas un mandat de 5 ans, de 10 ans, non, c'est pas comme ça. Mais après, on venait d'avoir un gouvernement aussi, on peut dire, des cohésions nationales. Restons sur ce dont il est question. Les gouvernements Sama 1, c'était les Katoum, les Pemba et consorts. C'était quoi? C'était de cohésion. L'union sacrée. Comment on l'appelait? Gouvernement d'union sacrée. Je sais pas. Moi, je dis, je suis sur la situation est restée là. Je suis sur le... Vous avez quelle garantie qu'avec la formation du prochain gouvernement, la situation va s'améliorer? Je suis sur l'actualité. Je ne suis pas sur le débat général. Parce que si je suis sur le débat général, je vais aborder la question de la géopolitique, de la géostratégie, de soft power, de toutes ces questions-là. Non. Ici,
on vous dit, la situation est difficile, elle est préoccupante. C'est le conseil spécial qui le dit. Il ne le dit pas par plaisir. Et tous les jours, j'ai des rapports. Tous les jours. Je suis de l'Est. J'ai des rapports. Et j'ai des rapports des compatriotes qui vivent à l'Est, qui ne sont pas seulement des Kivusiens. Il y a des compatriotes Luba. J'ai parlé avec une fille Mukendi, il avait un nom de Mukendi, et puis un autre de l'Est. J'ai voulu savoir, mais comment tu as un nom comme ça? Il m'a expliqué. Il est Luba, il vit là-bas. Ils sont nombreux qui sont nés là-bas. Sur le Bandundu, ils sont nombreux qui sont là-bas. Donc, quand nous parlons avec eux, ils nous disent ce qui se passe. J'ai des textes, des gens là-bas, ils meurent tous les jours. Vous savez, là-bas, il y a quoi? Il y a deux choses. Il y a le déplacement et il y a le remplacement. Il y a un nettoyage ethnique qui se passe là-bas. Dans le territoire de Massissi, il y a un nettoyage. Et lorsque l'État, si nous ne prenons pas des mesures idoines, urgentes, pour restaurer l'autorité de l'État, pour donner de la puissance à nos forces armées, comme le président a déjà commencé, mais il faut qu'il continue davantage, que nos militaires soient à l'aise. C'est ça mon point de vue, qu'ils soient à l'aise. D'abord, recouvrer les territoires nationaux. Parce que le Rwanda, c'est un pays voisin, on est bien d'accord. C'est un pays voisin depuis des lustres. On avait le président Grégoire Kayibanda, on avait le président Abiyarimana, et puis on a eu le président qu'on a là-bas, qui était venu ici à Kinshasa, hein, le Kagame le recevait ici. On a eu Museveni qui était reçu ici par l'ambassadeur Kengo Dieudonné Nzapa, qui était notre ambassadeur en Ouganda, vous voyez. Nous avions M. Atundu qui est ambassadeur à Kigali. Donc, c'est un pays voisin. Mais le problème, c'est que nous avons un régime hostile. Parce que, quand on a créé la CPGL, pourquoi est-ce que Mobutu avait créé la CPGL? Pour qu'il y ait justement une espèce d'intégration de ces pays, la CPGL, autant il y a aujourd'hui la SADC, autant il y a la CAC, où M. Ndaboulou était notre représentant là-bas, pour qu'il y ait une espèce d'intégration économique entre les voisins, et c'est ça le bon voisinage. Est-ce que vous pensez que pour acheter le minerai du Congo, par exemple, de la RDC, est-ce qu'il faut tuer? Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous tuez les citoyens qui sont paisibles? Pourquoi vous les tuez? Cette histoire de l'ADF là, pourquoi il y a le massacre de la population des autochtones sur place? Les gens là de FDLR là, en 1994, moi j'ai pris mon avion pour la Tunisie, c'était le 6, je pense. Le 6. Et le 7, il y avait des massacres. Bon. Maintenant, quand on a fait ça, Mobutu, il ne pouvait pas faire autrement, il les a reçus ici. Tout un pays entier. Ils ont traversé les frontières. Par Bukavu, Gisenyi, ils ont fui. Pays entier. Les fonctionnaires avaient les archives, les chèvres, les vaches, les arbres, etc. Ils sont venus dans le Kivu. On les a reçus. Nous avons dans ce pays beaucoup de personnalités. Mobutu a même donné, a accordé une nationalité. On les a accueillis. Ils sont nombreux ici, qui ont étudié ici. Et ce n'était pas nécessaire de faire la guerre. Pourquoi on fait la guerre? Et cette guerre que l'on fait, vous pensez que les relations seront saines dans les années qui vont venir, les relations seront saines? C'est comme ça qu'on arrive dans un pays à avoir des gens qui sont hystériques, qui vont venger les bandes congolais. C'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Parce que il ne faut pas penser que la RDC sera continuellement humiliée. Ce n'est pas vrai. Concrètement, alors, comment le prochain gouvernement du national va récupérer ces localités qui sont occupées? C'est ça la mission. C'est ça la mission. Ce n'est pas désespéré. Parce que si nous prenons le cas... Mais pourquoi on a laissé que la situation puisse pourrir? Mounabdan est tombé depuis 2022, je pense. Pourquoi le président n'avait pas déjà pensé à cette période à mettre en place un gouvernement d'union nationale? Nous avons un problème de... Pourquoi avoir attendu qu'on puisse perdre Goma? Il y a eu, le président, il a quand même il a un état-major général, il a des officiers généraux, supérieurs, etc. Il a donné le moyen. Quand vous voyez par exemple la façon dont Goma a été, où le matériel a été, les matériels, les munitions, toutes les structures ont été mises en place et puis abandonnées par
Il y a un vrai problème quand même. Il y a un problème de quand on est militaire, nonobstant d'autres considérations, quand tu es militaire, librement, quelle est ta mission? Le président ne peut pas être dans le cœur de chaque militaire quand même. Je pense. Moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, j'étais journaliste à la télévision. Vous pouvez demander au Dimanja, notre promotion Dimanja, qui nous a quittés. Nous étions intègres. Malgré les difficultés, malgré l'insuffisance de salaire. Quand je suis aux gens télévisés, je fais mon travail. Quand j'ai vu que les conditions n'étaient plus celles dont je rêvais, je suis parti. Quand vous entrez dans l'armée, vous-même, librement, ou dans les services, librement, ou même dans l'administration, librement, assumez votre rôle, assumez votre mission. Si vous ne pouvez pas, eh bien, faites autre chose, allez vendre le chou. Pas des munitions, pas d'équipement, comment assumer écoute, moi j'ai vu même à Fils ici, c'était plein, j'ai vu des images, il y a plein d'émissions, ils abandonnent, ils partent, pour plusieurs raisons, je ne veux pas revenir sur ça, il y a des autorités qui sont qualifiées pour le faire, mais je vous dis, c'est pas... Je vais vous donner un autre exemple. J'ai entendu le procès ici, des généraux, des officiers OFGEN, donc des officiers généraux, qui sont en procès. J'ai entendu le procès aussi ensemble avec les officiers, les colonels, hein, les officiers supérieurs. Mais ils sont formés. J'en ai entendu de quelques-uns qui sont venus même des corps militaires. Là où la crème de nos officiers était formée. Ils sont formés. Il y en a qui ont fait les faux. Ils ne sont même pas de là-bas. Il y en a qui sont de l'Équateur, parce que moi j'ai toujours considéré que l'Équateur c'est le bastion vraiment de nos militaires, ici des soldats, etc., sur le plan des forces terrestres, etc., des commandos. Mais comment expliquer? Nous avons des problèmes graves. Maintenant, il faut cette coalition des hommes politiques, qui va commencer par la coalition des hommes politiques, et puis la deuxième phase maintenant, de mon point de vue, c'est la cohésion. La cohésion. C'est quoi la cohésion? C'est vider les frustrations. Comment les faire? Parce que jusqu'à ce jour, vous continuez de frustrer Kabila. Vous l'accusez d'être le parrain de l'F-M23, vous l'accusez d'être derrière cette affaire des Mobono. Vous avez des propos trop durs contre Katouji, je pense que nous avons suggéré cette voie-là. Mon confrère qui était avec moi, il était le premier à le dire, j'ai répondu dans le même sens. Il faut parler. Il faut parler. Vous savez, nous sommes 400 ethnies, 400 ethnies, 4 groupes, si vous voulez, hein, groupés, Swahili, Congo, des choses comme ça. Bon. Mais il faut essayer de comprendre comment fonctionne chaque communauté. Un Mungala ne fonctionne pas comme un Mukongo, par exemple. Vous voyez? Mais un Mungala, quand vous arrivez dans des fonctions étatiques, je vous dis, c'est différent. Le mieux à faire, c'est de vous adapter à l'environnement dans lequel vous vivez. On est différent, n'est-ce pas? Un Mukongo, il va vous dire, Maman Namboa, hein, Mafouila Kumundu. Un Mukongo vous dit ça comme ça. Et vous regardez, un Mukongo ne vous dira jamais ce qu'il faut faire. Il ne vous dira jamais. Si vous l'avez blessé, pas blessé, il ne vous dira jamais. Ils sont comme ça, les Congo. Est-ce que c'est lié à la persécution portugaise? Est-ce que c'est lié à la persécution de Mbuta, Simon Kimbangu et les autres, comme la plupart sont des Kibanguistes? Ils ont intériorisé la résilience. C'est possible. Les Bangalas, c'est différent. Les Bangalas, par exemple, vous vous querellez, vous cravatez, si vous voulez, et puis le lendemain, c'est pas un problème. Bon, bonjour, comment, Hervé, ça va? Oui, Fanda, Thomas Bissot. Les Bangalas, ils sont comme ça. Les Baswahili, c'est pas comme ça. Les Baswahili, il attend à ce que tu lui dises, ah, vieux, excuse-moi, hier, j'avais fait ceci. Tu peux même mentir, hein, tu peux même mentir, voilà, c'était pas moi, c'était ma femme, c'était les enfants. Mais il faut quelque chose, il faut le dire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'anthropologie politique. Donc, aller vers l'individu, le problème n'est pas de dire, venez, il y a tel problème, parce que les relations sont exécrables. Mais s'il y a des protocoles quand même, si vous dites, voilà, envoyez, les services sont bien outillés pour faire ce genre de choses. Il y a des émissaires qui vont là-bas, il y a des amis qui vont là-bas, on a des amis communs, qui vont faire passer le message. Vous dites, voilà, il y a
on était mal entendu, on est mal compris, ou le message a été mal compris, ou mal ficelé, mal envoyé. Vous voyez? Parce que nous n'avons pas nécessairement tous la même conception de la patrie. Il y a des gens ici, les binationaux, les trinationaux, qui peuvent se dire, il y en a qui le disent. Mais nous n'avons que le Congo comme patrie. Mais comment créer alors ce cadre de concertation? Parce que non, c'est ça le sens à ces jours, même la Senko qui propose ses bons offices est copieusement insultée. Non, moi je pense que, du point de vue, la Senko n'a rien à voir là-dedans. Hein. La Senko, elle est très politique, je pense. Laissez cette histoire aux politiciens. Est-ce que la Senko, il a des solutions à ce qui concerne la géopolitique? Qu'est-ce que va proposer la Senko? Soyons sérieux quand même. Le problème du Congo a commencé en 60. Le monde a voulu tout de suite que la balkanisation a commencé. Hier soir, j'étais sur Twitter, je lisais les discours de Tchombe. Hier. Et le 12 juillet, le Katanga, c'était déjà la sécession. Le 12. On passe souvent les 14, mais hier, ce que j'ai entendu, c'était le 12. Et comment les Belges étaient là, les Belges voulaient rester au Katanga. Les Belges voulaient rester au Katanga, ils étaient très proches de Moïse Tshombe. Et c'est comme ça que le président Mobutu, il dit avec rage d'ailleurs aux Belges que vous avez soutenu la sécession katangaise. C'est tout le temps comme ça. Après ça, c'était à la sortie de l'indépendance. Après, le Sud Kasaï, pareil, avec Kalonji. D'accord? Et dans les éléments historiques audibles, vous allez voir Kalonji et Iléo, Songwamba, qui sont virulents contre le Lumumba. Parce que Kalonji était du MNC, Songwamba, le président Iléo Joseph, il était du MNC, et puis il a créé une autre aile. Si bien que lors du congrès du mouvement national Lumumba, Lumumba a pu rester à la tête de la formation politique. Ça, c'était les jeux de l'Occident. Vous comprenez? Alors, maintenant, le rôle de l'Église. Moi, je constate, en Afrique, nous avons 54 États. La majorité sont des États musulmans, mais dans chaque État, il y a une Senko. Oui ou non? Il y en a. Mais la nôtre, elle est très politique. Même sans mandat. Elle est très politique. Vous reprochez quoi à la Senko? Non, je ne reproche rien. Moi-même, quand j'ai des difficultés... C'est les peurs spirituels qui reçoivent dans leurs églises. Oui, mais ils font trop de politique. Des Congolais l'église catholique, j'ai beaucoup de respect pour l'église catholique. Qui souffrent, des Congolais qui ne sont pas payés. Il est plus normal que la Senko puisse s'intéresser à la gestion quotidienne de l'État. Je dis, j'ai beaucoup de respect pour l'église catholique. Moi-même, j'ai eu des parents catholiques, etc. J'ai beaucoup de respect de la considération. Mais il reste que je suis critique. L'église catholique est le bras séculaire de l'Occident ici chez nous. Je vous dis. Je n'invente rien quand je dis ça. L'église catholique, c'est le bras séculaire de l'Occident. Est-ce que l'église catholique a aujourd'hui a présenté des excuses pour l'esclavage? L'église était là. Le roi Alfonso, je pense que il y a des rois, membres de la cour royale au Congo central, qui sont retrouvés esclaves au Portugal. Il n'y a jamais des excuses là-bas. Il y a des excuses. Il y a des événements graves qui se sont passés dans ce pays en 60, lorsque Lumumba était décédé, était assassiné. L'Église a joué un rôle néfaste sur la campagne diabolique qui diabolisait Lumumba. Il y avait des événements graves qui sont passés à Bukavu, par exemple. L'Église n'a jamais présenté des excuses. Et d'ailleurs, je me propose d'aller là-bas organiser des messes de réconciliation. Vous comprenez? Aider, d'accord, mais ce sont des politiciens. On va terminer cette émission. Donc, par rapport aux consultations, vous avez proposé concrètement quoi au conseiller spécial? Le conseil spécial, son excellence, M. Désiré Kachimir Kolongele, a tracé les tableaux. Voilà. Et il a été sincère avec nous, il a dit la situation est préoccupante, il y a risque de balkanisation du pays. Ça, c'est le mot essentiel. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que les Congolais croient que le Congo, oui, Nzambe n'a pas ça Kibiso, Nzambe, Eboyez. Non, il y a des États qui disparaissent. Il y a des États qui disparaissent. Et si nous ne sommes pas
vigilants, intrépides, le pays peut se désintégrer. Le pays peut se désintégrer parce qu'il y a des États qui disparaissent. Quand vous voyez l'Empire romain, ça n'existait plus, Byzance n'existait plus, l'Empire ottoman n'existait plus, etc. etc. D'accord? Moi, j'ai tout un atlas comme ça. Les États disparaissent les uns après les autres. Et quand les États disparaissent, les autres États naissent. Ce qui se passe à l'Est, il s'agit de rien d'autre que du remplacement de la population autochtone. C'est comme ça qu'on tue les gens. C'est comme ça qu'on tue les archives. Il n'y a rien. Il y a un replacement. Et après, à la longue, ces populations qui sont là-bas aspirent, n'est-ce pas, à créer ou à demander un référendum au nom du principe de l'autonomie pour un peuple de se gérer. Très bien. Vous comprenez? C'est ça la préoccupation. Et nous pensons que nous devons nous impliquer. Moi, personnellement, la question m'a été posée, comme tout à l'heure, tu m'avais dit que le Premier ministre Muzito avait dit qu'il accompagne. Il est très disponible à accompagner le président. Je le dis autant. Vous l'êtes aussi. Mais je le suis naturellement. Si on a besoin d'une vision, de préoccupation, on peut faire quelque chose pour le pays, tant mieux. Tant mieux. Le format du gouvernement, doit-on maintenir 50 ou 54 ministères comme c'est le cas actuellement? Il faudra reconduire la première ministre qui doivent quitter ce gouvernement et qui doivent les intégrer. Qui doivent l'intégrer plutôt. Vous me posez une question très difficile. Je ne veux pas répondre une réponse ad hominem. Ad hominem, non. Je pense, j'ai beaucoup de respect pour Madame la Première ministre, d'accord? J'ai beaucoup de respect pour la famille Toulouka. Toukinois connaît cette famille, c'est une famille remarquable, etc. Personnellement, j'ai beaucoup d'attachement et d'un faible pour le Congo parce que c'est mon électorat, d'accord? Mais cela étant, j'avais beaucoup espéré pour le maman Judith, mais malheureusement, je n'ai pas vu les résultats au rendez-vous, d'accord? Je souhaite, ça c'est au président de voir, je ne veux pas faire pression sur le chef de l'État. Voilà, c'est pas mon rôle. Mais je dis tout simplement, les gouvernements qui sera mis en place, et je le souhaite personnellement, c'est un mouvement de combat qui a une mission bien précise et il faut vraiment des hommes aguerris pour ce gouvernement. Quitte à ce que la Première ministre soit dans le gouvernement, c'est pas un problème, le vice-premier ministre, etc. Ça se passe. Hein. Moi, j'étais dans un gouvernement. Ngouz était Premier ministre. Quand j'ai quitté, j'ai démissionné pour ma conviction, pour ma conscience. Il était devenu vice-premier ministre dans le gouvernement de Birindoa, par exemple. Donc, ce n'est pas un problème. En politique, on avance. Aujourd'hui, on a Hollande qui était président de la République, mais il est député. Vous comprenez? On a eu Valéry Giscard d'Estaing qui était président, qui était maire d'une ville, d'un village en France, ce n'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut prendre des gens qui, quand ils sont aux affaires, qu'ils commencent tout de suite. C'est comme ici, on ne peut pas prendre quelqu'un qui, comme on fait l'émission, tu ne sais pas c'est quoi un régisseur, le preneur de vue, la caméra, comment on fait la télévision, comment on fait l'émission, comment on fait la capture, comment on fait le montage. Mais tu dois avoir ces millions de choses. Il ne faut pas apprendre. Très bien. Donc, vraiment, je le dis, je souhaite qu'il y ait un autre Premier ministre. C'est mon point de vue. Après, c'est le point de vue de plusieurs personnes consultées aussi. Ah, d'accord. Je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas le seul. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas le seul en tout cas. Plusieurs personnes consultées ne jurent que par Madame Judith, je le dis pourquoi. L'article 91 de la Constitution dispose que les gouvernements dont elle est chef, chef avec F ou FFE, ça peu importe, d'accord? C'est elle, le gouvernement, qui est le chef, c'est maman Judith, qui doit élaborer la politique du gouvernement. Exact. Vous l'élaborez. C'est article 91, comme par exemple, c'est ça le draft. Vous élaborez, Madame Judith maintenant, elle amène en concertation avec le chef de l'État. Avec le chef de l'État. Il est là, ça fait combien? 1 an, 2 ans? Elle est là, ça fait pratiquement une année. Alors, une année. Une année,
contre la pêche, on la voit. Si on peut voir s'il y a la pêche. Je ne vois pas. Merci Par exemple, beaucoup. ici, il n'y a rien. Le problème des inondations, la ville, etc. Les problèmes de corruption, etc. Je ne vois rien. Il n'y a aucune politique de la nation là-dedans. Les problèmes de l'Est, c'est Elle a effectué même une descente à travers les rues de Kinshasa et après... Il y a un problème. Il y a un problème. Rien n'a changé. Il ne faut pas attendre. Moi, je pense, quand on est collaborateur du président de la République, il ne faut pas attendre que le président vous dise ce que vous devez faire. Dès qu'on vous a nommé, vous devez savoir... Mettez-vous à l'œuvre. Vous dites? Qu'elle se mette à l'œuvre. Bon, maintenant, c'est trop tard, je pense. Allez, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Voilà, merci. J'ose vous revoir encore, bon, peut-être quand vous allez bénéficier d'une nomination, d'une ordonnance présidentielle. Vos propres retour au ministère de la Communication. Ça, c'est le président, c'est dans le secret de l'éternel, je ne sais pas. Mais on est disponible, on a la passion pour ce pays. On ne peut pas laisser les choses comme ça pourrir si on ne pas fait. Très bien. Peut-être une nomination à la tête de la RTNC. Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Allez, ça est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve mercredi pour le deuxième numéro de cette émission à 9h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.